Hey, bonjour tout le monde, alors je suis Xavier alias Xavki, nouvelle vidéo dédiée à notre infrastructure cloud déployée sur le cloud public d'Infomaniac. Aujourd'hui on va poursuivre sur notre lancée où lors de la vidéo précédente on s'était intéressé à comment installer Consul, donc un Consul Master, avec tout simplement des lignes de commande manuelles un petit peu à l'ancienne. Et là aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va s'intéresser à la réalisation de ceci mais par Ansible, donc de manière automatisée. Vous allez voir que ça va être quelque chose d'assez simple, on ne va pas aboutir au lancement avec Terraform, mais on aura fait le plus gros finalement. Vous allez voir qu'après lancer les choses avec Terraform, ça sera quoi, du Ansible avec Terraform sera assez facile. On l'a déjà fait pour notre VPN, donc ça va être assez simple à découvrir. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est vraiment se focaliser sur la partie Ansible, bien comprendre comment on utilise Ansible, quels sont les différents modules qui sont intéressants à connaître au niveau de Ansible. Et je dirais que là, installer Consul avec Ansible, c'est plutôt un cas d'école avec le déploiement finalement d'un binaire, ces fichiers de configuration, fichiers de stockage, répertoire de stockage, répertoire de configuration également, un petit peu de templating et la mise en place d'un service systemd. Donc c'est quelque chose qui va être assez académique finalement pour la suite des vidéos où on va avoir à reproduire ce schéma relativement assez souvent. On pourrait même presque imaginer quelque chose de complètement universel qui permet de déployer ce type d'outils. C'est pas forcément souhaitable parce que derrière ça crée de fortes dépendances finalement entre chacun des outils si on fait en sorte d'avoir des déploiements complètement unifiés et derrière des risques de maintenance assez complexes, des mises à jour complexes également, etc. Donc on va avoir plutôt pour faire, on va dire, le traitement de Consul, on va essayer de traiter plutôt Consul Master avec ses agents, donc derrière, donc ça va être quelque chose qui va être déjà plutôt assez sympa à réaliser. Donc on est parti. Alors la première chose à faire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà se mettre sous le VPN de l'OpenVPN. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on n'a pas détruit la machine, par contre on l'avait stoppée. On va cliquer sur Start Instance, on va attendre quelques secondes qu'elle démarre, et ensuite on va relancer notre Terraform Apply. Donc quand on s'était quitté lors de la dernière vidéo, on avait fait un Terraform Destroy pour sauvegarder nos crédits finalement en en supprimant toutes les machines Consul. Et bien là, on va recréer ces machines Consul. Ce que je fais, c'est que d'abord je me mets sous VPN, parce que derrière, si je clique pour me mettre sous VPN et que je lance le Terraform en même temps, on risque d'avoir une coupure réseau, et derrière, au niveau de Terraform, ça va plutôt générer des petites complexités, notamment du lock de state potentiellement. Donc là, le VPN, vous ne le voyez pas, mais je viens de l'activer finalement. Derrière, donc du coup, ce qu'on va faire, on se remet ici, on va sourcer notre fameux fichier OpenRC, donc toujours ne pas oublier de le faire. Quand on oublie de le faire, ça se traite souvent sous il n'arrive pas à faire du HTTP, quelque chose. C'est pas toujours une erreur très parlante, mais il faut savoir la débugger au fur et à mesure. Vous direz, ah, l'OpenRC, c'est souvent quelque chose à vérifier dans les tout premiers points. Donc nous, on a toujours notre répertoire Terraform en 2 volets, même 3 volets, le module qui est mutualisé, la partie VPN, on ne va pas revenir dessus, et la partie infrastructure. Donc nous on va se rendre dans la partie infrastructure ici, et on va faire un Terraform Apply, comme ceci, un plan d'abord, on va quand même rester dans les bonnes pratiques. Hop, voilà, donc là il nous propose derrière du coup de créer nos 3 machines Consul. Ce qu'on peut faire au même passage, en même temps, pour ne pas oublier, on va faire un git checkout-b, et là on va dire xp info, et puis on va mettre aujourd'hui, donc le but c'est Ansible, oui, Ansible Consul, simplement. Voilà, donc on a créé une nouvelle branche de travail finalement, et puis donc du coup on va faire notre Terraform Apply. Il va nous proposer de créer les 3 machines. Let's go. Nous, on a confiance en toi. Fais ton travail, Terraform. Alors, du coup, ensuite, on va pouvoir commencer à développer finalement ce qu'il faut au niveau de Ansible. Pour développer au niveau de Ansible, souvenez-vous, le but c'est de développer un rôle. Là, on va développer un rôle qu'on va appeler tout simplement Consul. On va ouvrir un deuxième... alors, comment on va dérouler les choses quand même? Prenons les choses dans l'ordre. Qu'est-ce que l'on va faire dans cette vidéo et dans quel ordre à peu près? En 1, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau rôle, donc le squelette. On va essayer
partir sur les bonnes pratiques là-dessus. On peut aller plus vite en créant, plus vite, pas forcément plus vite en créant les répertoires à la main. C'est toujours quelque chose que je fais de temps en temps et je m'aperçois qu'en le faisant à la main, finalement, on va moins vite même qu'avec la ligne de commande Ansible Galaxy Init. Ensuite, on va installer les éléments un peu prérequis pour Consul. On va créer le user Consul de type système, le groupe Consul également, les directories qui vont avec. Donc il y a 2 directories à avoir. Le premier, c'est celui de la configuration de Consul, et le deuxième, c'est celui qui permet de stocker les datas de Consul. Donc ça fera l'objet de la vidéo suivante finalement, où on va s'intéresser à Consul. Tout de suite, on doit se dire, tiens, c'est une base de données de stockage, donc les valeurs. Derrière, est-ce que je souhaite stocker les datas de Consul lui-même, puisque c'est une base de données. Ça, on aura à le faire avec Postgre, avec d'autres outils également, Tempo par exemple. Et donc derrière, ça veut dire monter un disque supplémentaire. Et ça, c'est ce qu'on verra dans la prochaine vidéo. Donc on verra comment on va rajouter notre disque avec Terraform, mais ça, notre module, on l'a déjà prévu finalement. Mais comment on va intégrer ça ensuite directement dans Consul pour prendre en compte ce nouveau disque, dans Ansible pour prendre en compte ce nouveau disque et faire en sorte que uniquement sur les Consul Master, on aille monter notre volume directement. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On vérifie avant de se lancer dans l'installation de Consul si Consul n'existe pas déjà, et puis on vérifie également si la version de Consul est celle que l'on souhaite ou pas, parce que peut-être qu'on est dans le cas de figure où on souhaite faire un upgrade de la version de Consul. Nous, on va être en 1.18.0, peut-être qu'on voudrait être en 1.18.2 par exemple, et donc derrière, il faut prévoir ce cas de figure. Donc, une fois qu'on a fait ces checks-là, du coup, on est en mesure de savoir si on doit télécharger le nouveau binaire Consul, et le pousser dans USR local, pas SIN, mais USR local bin, c'est-à-dire dans le pass. Donc c'est l'endroit où on a l'habitude plutôt de stocker les binaires que l'on télécharge et qu'on veut avoir à disposition, que ce soit en ligne de commande ou par les lancements à travers systemd. Et puis enfin, donc on va déployer donc les fichiers de conf et fichiers de conf également, mais de service systemd pour lancer Consul, puis le démarrage avec les notify, c'est-à-dire les handlers qui sont nécessaires si on fait des évolutions en termes de fichiers de configuration, que ce soit les 2 fichiers de configuration. Alors avant de nous lancer, donc du coup, donc là on doit avoir 3 machines maintenant. Hop, voilà, on doit avoir 3 machines, on va juste vérifier. Hop, voilà, on a nos 3 machines, on a des IP. Ce qu'on veut faire, on l'a vu lors de la vidéo précédente, ce qu'on veut faire c'est une abstraction des IP. Et là en l'occurrence, ces machines, si on en prend une par exemple, derrière, si on descend un petit peu, on va retrouver ici les métadatas globales de l'instance en question, et vous voyez, comme on l'avait vu lors de la vidéo précédente, on a l'intégration possible du Ansible Inventory dynamique, et du coup on va pouvoir se baser sur la metadata app qui vaut la valeur Consul pour chacune des machines Consul. Donc ça c'est une autre manière aussi de le vérifier. Donc on va pouvoir se lancer. Derrière, ce qu'on va faire, on va ouvrir ici, juste pour la ligne de commande, on va se rendre dans Ansible, le répertoire Ansible. Donc je suis ici. Derrière, je vais faire un Ansible-Galaxy init. Et dans rôle, on va créer le rôle qui s'appelle Consul, tout simplement. Donc là, il a fait le nécessaire. On a toujours notre petit deprecation warning. Alors on pourrait le supprimer, vous voyez, il nous dit juste de le rajouter dans Ansible CFG. C'est simplement sur quelque chose qu'on utilisera plus tard, notamment quand on va faire du Postgre. Alors, maintenant, une fois qu'on a fait ça, on a donc ce rôle avec son squelette vraiment très détaillé pour Consul. Éventuellement, on peut supprimer ce qui n'est pas utile, c'est-à-dire pour nous, on ne va pas utiliser la partie test, on ne va pas utiliser la partie metadata par exemple, les vars également pas, mais bon, dans notre cas de figure. On pourrait supprimer Travis qui permet lui de faire des déploiements, et derrière, on a un readme qu'on va pas forcément documenter, ça c'est vraiment à vous de voir. Il y a une trame qui est assez intéressante de Ansible, proposée par Ansible. On va le laisser, mais voilà, c'est pas forcément c'est pas là-dessus qu'on va se focus, même s'il faut le faire. Donc on va se rendre ensuite dans les variables par défaut, et on va définir quelques variables par défaut. Voilà, voilà ici. Donc on va définir quelques variables par défaut, celle-ci. On va les regarder ensemble quand même,
même si ça reste juste des variables. Donc on va définir la version de consul, ça c'est important parce que le jour où on veut faire un upgrade par exemple, parce qu'on veut juste avoir à faire, c'est aller modifier la version dans les variables et que derrière en cascade tout découle de ça, de prendre en compte le fait qu'il faille faire un upgrade, de télécharger le bon binaire, d'aller le placer dans le pass, etc. Ensuite, l'autre élément, c'est on va définir des fichiers, des répertoires de configuration. Alors ma pratique, c'est sur les variables, et c'est une pratique maintenant, quand j'ai commencé Ansible, c'était des bonnes pratiques qu'on nous donnait à réaliser. Maintenant, c'est même un peu intégré dans Ansible lint, par exemple, où il va vérifier que les variables sont préfixées par la valeur du rôle, il me semble. Donc c'est plutôt une bonne pratique déjà de commencer, par le nom du rôle. Ça c'est une chose. 2, ensuite, par exemple, quand je suis sur directory, je vais mettre underscore directory et ensuite je vais spécifier le directory en particulier, comme ça j'ai tous mes directories d'affilée. C'est plus de la nomenclature, ça n'a pas un effet significatif en matière de fonctionnalité, de gain d'efficacité notable. C'est plutôt en termes de nomenclature de se dire tiens je me donne quelques règles, on ne sait jamais, un jour ça peut être utile, notamment si on veut faire un grep consul underscore dir, on saura où c'est utilisé et les différents types. Donc là on va avoir, et ça c'est notre choix, var lib consul, parce que consul quand on va l'installer, lui c'est juste un binaire en Go, donc du coup l'endroit de sa configuration ou l'endroit de ses datas, lui il s'en fiche, parce qu'on va lui mettre dans sa configuration. Nous on va dire var lib consul, alors on verra dans la prochaine vidéo comment on va intégrer le fait d'avoir un disque potentiellement sur les masters spécifiquement, mais pas sur les agents, donc ça va être un petit use case assez intéressant. Et derrière, l'autre fichier, l'autre répertoire de configuration, c'est /etc consul.d. C'est quelque chose d'un petit peu standard dans les différentes boîtes où je suis passé, et je pense que c'est bien de respecter un petit peu ce standard, parce que finalement ça veut dire que assez souvent on peut retrouver ces fichiers de configuration à cet endroit-là. L'endroit où on va positionner le pass, parce que peut-être que dans d'autres sociétés, voilà, on a peut-être des répertoires de travail spécifiquement à la société, etc. Le nom du data center, nous on va le mettre par défaut à Xavki, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez, ça va être intégré notamment dans le DNS, et puis également donc le domaine DNS, je vous en ai parlé lors d'une précédente vidéo, c'est en fait quand on va avoir le DNS consul qui est fourni pour les nodes, pour les services, à la fin il va finir par .consul, on pourrait le faire finir par .lab, etc. Donc du coup, je le mets sous forme de variable, comme ça, si vous voulez changer, vous pouvez changer. Alors attention, si vous changez, ça veut dire que tous les codes qui font appel à cet élément-là en cascade, il va bien falloir garder en tête que ce n'est pas consul, c'est bien .lab, etc. Ensuite, par défaut, on va considérer que quand on joue consul, ça ne va pas être pour installer des masters. Pourquoi? Parce que dans la majorité des cas, quand on va jouer ce rôle, ça ne va pas être pour des masters. Pour les masters, on va le faire une fois sur les masters, mais ensuite, pour les autres, ça va être différent. Et je préfère aller positionner une variable une fois pour l'installation sur un playbook de master que d'aller mettre des variables à false partout sur le reste du parc. Ça, c'est quelque chose, on va dire, de trivial, un peu d'essentiel, quand on fait de l'infra as code ou de la configuration as code. Je vérifie juste que tout ça tourne bien. Hop, voilà. Hop. Ouais. Et ça, c'est quelque chose d'important, c'est-à-dire que le comportement par défaut doit assez souvent, pas toujours, attention, il y a des exceptions, mais assez souvent se reporter au comportement par défaut, c'est-à-dire à celui qui l'emporte sur le nombre ou la facilité des choses. Donc là, la facilité, pour nous, ça va être plutôt dans le cas de figure où on veut installer un agent, on ne veut pas aller avoir à rajouter une variable à tous les playbooks où on va utiliser ce rôle pour les agents. Ensuite, derrière, on a le consul group. Le consul group, ça fait référence à la metadata, vous voyez, que l'on a au niveau de Terraform. Donc c'est cette fameuse jonction qu'on a vue lors de la vidéo précédente qui nous permet d'utiliser l'inventaire dynamique de Ansible. Là, en l'occurrence, nous, ça va être meta-app_consul. Donc ça, on le rend configurable parce que, voilà, dans ce cas de figure-là, nous, le groupe sur lequel on va se baser pour calculer les masters, le but de ce groupe, c'est de pouvoir calculer dynamiquement les masters. Vous allez voir que Ansible, il a une petite fonction groupe entre crochets. Si on lui place le nom d'un groupe
entre les crochets, il va être capable derrière de lister toutes les machines de ce groupe-là. Et on va pouvoir faire des filtres Jinja, ce genre de choses, pour pouvoir manipuler la liste de groupes, et par exemple mettre la liste des serveurs séparée par des virgules. Ça va être notre cas de figure typiquement. Donc là, on peut imaginer que le nom de groupe, on veuille le changer pour X ou Y raison. Donc là, avec ça, on a fait les variables par défaut. Première chose. Ensuite, on va rentrer dans notre... Donc là, on a initié le rôle. On va rentrer dans notre partie spécifique du rôle, donc les tasks, où on va installer, on va dire, le nécessaire, par exemple, task avec le main.yml ici. Donc c'est le point d'entrée du rôle. On fait attention aux tabulations dans mon cas de figure. Et là, derrière, hop, voilà. Première chose, on va installer des utilitaires nécessaires pour l'installation de notre binaire consul. Alors pourquoi curl, wget, unzip? Alors typiquement ces trois loulous là sont utilisés quand on utilise le module unarchive de Ansible. On ne le voit pas, mais il se réfère à ces outils là notamment, pas que ceux-là, mais ceux-là en partie, pour pouvoir télécharger un élément distant, le unzip ou le untar, et puis derrière le positionner quelque part. Donc là, on va s'assurer qu'on a bien ça. Éventuellement, on peut aussi installer NetTools pour débugger. On verra plus tard que nous, on va l'installer plutôt dans une base commune à tous nos serveurs pour pouvoir faire du debug potentiellement. Alors ensuite, on continue. Du coup, on est un state présent. Alors attention sur le state, hein, très important toujours à avoir en tête. On a le présent et on a également le latest où on a la possibilité éventuellement de mettre une version possible. Les comportements sont assez différents. Présent, ça veut dire que Ansible va juste vérifier que les packages en question sont bien présents. La version, il va pas s'en préoccuper, donc du coup, s'ils sont présents, il va faire OK, c'est présent et point barre. Latest, c'est différent. Il va aller comparer les versions disponibles, et si on n'est pas sur la dernière version, il va upgrader. Alors là, ce comportement-là peut être assez nuisible et délicat, parce que sur certains paquets, ça va pas avoir d'impact, sur d'autres paquets, ça peut avoir un impact, et si dès lors qu'on lance Ansible, il se met à mettre à jour les choses directement, alors c'est cool, parce que d'un point de vue sécu, etc., on va avoir quelque chose à jour. Par contre, on risque de casser des choses sans vouloir le faire à ce moment-là, forcément. En tout cas, la prise de risque est peut-être pas au bon moment. Donc à vous d'en juger, mais en tout cas moi je me base assez classiquement, on se base plutôt sur present. Alors j'ai fait une petite coquille, voilà. Hop. Ok. On va dézoomer, voilà, on va revenir dessus. Donc du coup ensuite qu'est-ce qu'on va faire? On va installer le user et le groupe en question, donc pour consul. Donc rien de fou dessus, si ce n'est que c'est des users et des groupes de type système. Donc le but c'est de ne pas pouvoir se connecter dessus, c'est vraiment des groupes et systèmes qui ont pour objectif principalement de lancer le binaire, et c'est tout. Donc là du coup on va mentionner le nom du groupe, on va dire que c'est un système et on veut qu'il soit présent. Pour le user on fait pareil, le nom yes, on dit qu'il est no login, donc comme ça d'un point de vue sécurité cet utilisateur là ne peut pas être utilisé pour une connexion, et donc il sert juste à lancer des applicatifs et éviter le root. Et puis on va dire qu'il est présent également. Donc là rien de très compliqué, les modules utilisés c'est group, user, apt. Je vous passe le Ansible built-in, normalement formellement il faut faire comme ceci. Et le faire sur chacun des éléments qui sont là. Bon, on va le faire, mais on va passer plus de temps pour pas grand chose, parce que Ansible tourne très très bien comme ça. Si vous faites du lean, par contre, ça va vous bugger à chaque fois. Ensuite, on va continuer. Alors là, on va attaquer... non, celui-ci, ça va... Hop. Donc là, ensuite, on va s'intéresser à la création des directories. La création des directories, quand on fait du Ansible, avec un peu plus d'expérience, on va s'apercevoir que souvent on a plusieurs répertoires à installer pour un même binaire. On va profiter de la fonction loop de Ansible pour éviter d'avoir plusieurs tasks. Ça permet aussi des fois d'aller un peu plus vite. Donc c'est plutôt cool de l'utiliser comme ça, sous réserve d'avoir peu de modularité. On va le voir après, on va pouvoir moduler un peu plus encore quand on va faire même du template. Donc là, qu'est-ce que l'on fait? On se dit qu'on veut créer le consul-dir data, le consul-dir config. Attention de bien mettre les variables Jinja quand on est dans les blocs de tasks
entre double côtes, sinon vous allez avoir des erreurs tout simplement. Ensuite, on va avoir le owner et le groupe, ici, donc pour lequel on va faire référence. On fait référence à ce qu'on a créé juste au-dessus. Alors, on aurait pu variabiliser les users, etc. Quand c'est consul, c'est consul, quoi. Je vois des gens qui variabilisent ça, parfois à l'excès. C'est un équilibre à trouver au niveau des variables, vous pouvez le faire, c'est pas un souci. Après, il faut garder de la lisibilité. Voilà, c'est vraiment des choix, on va dire, personnels, mais qui peuvent avoir des impacts plus globaux, quoi, en fait. Ensuite, le state, on veut créer des répertoires, donc ça va être directory, et ensuite le pass, du coup, il va se reporter à item, qui est finalement l'itération de notre boucle qui est là. Donc on a une boucle qui appelle chacune une variable, et on boucle dessus. On utilise ici le module file, qui est un module built-in également. Alors ensuite, si on continue, hop, on va checker deux choses. Première chose, on va vérifier en tout cas en français, on va vérifier l'existence du binaire consul. Première chose, donc s'il est présent ou pas présent. Peut-être que s'il est présent, finalement, on ne veut pas forcément faire grand-chose. Donc là, on fait un stat, toujours en built-in, comme ceci. Hop. Donc on fait un stat, on l'a vu, ce module stat, il permet de faire l'équivalent d'un stat finalement dans la ligne de commande de Linux, et on va lui donner un pass, du coup il va faire un stat sur l'endroit où est censé se situer le binaire, dans /usr local bin dans notre cas de figure, et /consul, donc s'il trouve consul, le binaire consul, eh bien il va vérifier, il va collecter les informations du stat, et il va stocker ça, donc grâce au register, attention à la notation du register, il va stocker ça dans une variable. Moi j'aime bien les variables de register, vous savez, les préfixer de underscore, et là, consul, donc souvent le nom du rôle, underscore, et là en l'occurrence existe, parce que c'est en plus la manière dont on va l'utiliser. Ensuite, on va faire une commande shell, qui va nous permettre de faire la vérification de la version de... Alors il y a plusieurs manières de faire ça, de consul. C'est pas la plus belle des manières, la plus belle des manières étant par dpkg, sauf que là on est avec un binaire qui n'est pas installé avec le point .deb, donc ça fit, c'est un petit peu différent. L'autre manière serait de lancer la ligne de commande consul et de grepper la version et de la récupérer. Moi, là, je suis parti sur quelque chose qui est complètement différent. C'est une suggestion, c'est pas la meilleure manière de faire. En gros, qu'est-ce que l'on fait ? On lance une ligne de commande shell, qui est aussi un built-in d'ailleurs, voilà. Hop. Et ce shell, il va faire un cat dans le service systemd de consul.service. Et dedans, en fait, on va venir, quand on va faire le template de ce service systemd, on va venir y injecter la version dans le service systemd. Je trouve ça assez pratique d'avoir la version dans le service systemd, que ce soit pour Ansible, mais pour aussi classiquement. Ça permet d'avoir un endroit où on sait que quand on déploie les choses, on a aussi la version à cet endroit-là. On n'est pas obligé d'aller faire un consul, version A, non, c'est version A, etc. Donc là, en l'occurrence, on peut aussi le retrouver de cette manière-ci. Donc nous, quand on va faire le template de ce service-là, on va le faire juste après, on va, du coup, dans ce cas de figure-là, on va grep la version, et on va aller collecter la version en question. Alors, le point négatif de ce fonctionnement-là, c'est que vous voyez qu'on est très tenu au format, à cette nomenclature du service systemd en question. Et puis, du coup, on va faire aussi un register, et ce register, il s'appelle... alors d'ailleurs, on pourrait inverser l'élément consul et underscore get version. Ça serait plus joli. Et ça, on le fait quand ? On le fait quand déjà dans un premier temps, parce que le but, c'est d'éviter que les tâches, on les fasse tourner si ce n'est pas nécessaire. Donc si consul n'existe pas, c'est pas la peine d'aller faire tourner cette tâche-là pour checker la version, puisque on sait qu'il n'existe pas, qu'il va falloir l'installer. Donc du coup, on va rajouter un when, et ça, on va le faire tourner uniquement quand la variable consul existe au-dessus, du stat est à exist à true. Donc on sait que, du coup, le binaire est bien installé dans l'USR local pass. Ensuite, donc, la sortie de cette commande-là, qui contient la version, du coup, on a capturé la version grâce à ça, eh bien, on va l'enregistrer dans consul get version. Et puis, enfin,
pour éviter d'avoir des changes sur ce shell qui va tourner finalement à chaque fois quand on aura déjà installé consul, on va mettre un change à false, parce que c'est un shell dont on ne sait pas forcément apprécier, Ansible ne saura pas vraiment apprécier le contenu, donc c'est pas la peine qu'il aille s'initier dedans. Alors ensuite, là du coup, c'est là où on va se servir de ces deux variables indispensables dans notre cas de figure. Et on a deux comportements qu'il faut prévoir. Donc là, le but, c'est de télécharger consul, de le unzip finalement, et d'aller l'installer sur le USR local bin. Donc ça se fait assez bien avec le module unarchive, vous voyez qu'il y a un module aussi built-in, comme ceci. Et derrière, donc lui, on va lui donner pour source donc l'élément. Donc unarchive, il est cool, c'est qu'il est capable de prendre un élément soit local, soit distant. Et donc là, lui, on va lui donner l'adresse directement. Donc là, on pourrait variabiliser l'adresse de consul, au cas où si elle évoluait. Ceci dit, si elle évolue, de toute façon, il faudra revenir dessus, mais il n'y a qu'à cet endroit-là qu'il faudra revenir. Derrière, donc du coup, c'est chez HashiCorp. Consul version, donc ça, c'est son format, consul. Consul, donc on n'oublie pas le underscore consul devant le consul version une deuxième fois, et suivi ensuite de l'OS plus l'architecture MD64. Et on est en point zip, et ça, il va aller nous mettre dans la destination qui est le binary path, donc USR local bin. Et comme on est sur un archive, il n'a pas juste fait que de télécharger, il a décompressé aussi l'archive, et donc il va aller nous placer le contenu dans USR local bin, et comme dans le contenu de ce zip il n'y a que consul, il va aller le mettre. Et ça on lui dit, tu fais tout sur la machine distante. Moi je veux rien faire sur mon laptop, tu fais tout sur la machine distante, y compris le téléchargement du binaire. Alors ça c'est un choix qui est un petit peu à réaliser, parce que derrière on pourrait très bien dire je télécharge sur mon laptop, je pousse, ceci dit, du coup ça ferait télécharger qu'une seule fois, ceci dit le réseau est bien meilleur sur les machines distantes que sur ma machine, donc du coup voilà un petit peu le raisonnement derrière. Ensuite on lui place un mode qui va bien, le owner et le groupe, et on va faire un when, et le when il va prendre en compte deux conditions en ou, très important. La première condition en ou, c'est soit on est dans le cas de figure où consul n'existe pas de toute façon, donc le stat existe est à false. Donc, du coup, hop, on sait que là il n'existe pas, donc il faut le télécharger, il faut y aller. Ou sinon, on n'est pas dans le cas où la version qu'on a get juste avant, donc le résultat, le stdout de la variable get consul version qu'on avait hop, ici, get, pardon, consul get version, puisque j'ai changé le nom, stdout égale à consul version, donc qui est dans notre variable par défaut ici, bah, quand on n'est pas dans le cas de figure où ils sont identiques, et bien dans ce cas de figure, on télécharge et on remplace finalement le binaire de fait. Alors, ensuite si on continue, qu'est-ce que l'on fait? On va maintenant s'intéresser à un petit morceau un peu plus sympa. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien les trucs un peu compliqués. Moi je suis pas fan des trucs compliqués, donc il faut trouver un équilibre dans ces choses-là. Là, c'est quelque chose qui serait vraiment à voir. Là, on se fait un chouille plaisir. Parfois, ça vaut le coup quand même ce type de choses de les splitter en deux tasks plutôt que d'avoir une moulinette trop variabilisée. À définir, là l'idée c'est de vous montrer l'idée et à vous de voir comment vous souhaitez le faire. L'idée c'est de se dire, voilà, on va installer deux fichiers grâce au module template, d'ailleurs qui a un module Ansible built-in, ici. Et ces fichiers, on va avoir donc d'une part le service systemd consul qu'on veut installer, d'autre part on a le fichier de configuration JSON qu'on veut installer. Donc on parle de deux choses complètement différentes, hein. C'est pas un souci. D'une part, l'endroit où on veut les stocker vont être différents, le nom du service va être différent, et potentiellement le user, la définition du owner et du groupe vont être différents. Donc là, comment on gère le truc? Bah, c'est pas compliqué du tout en fait. Là, l'idée c'est de vous donner vraiment, pour les gens qui débutent, un peu d'idées sur les manières de manipuler les éléments avec Ansible. Bah, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un dictionnaire et on va utiliser la fonction de loop, quoi, finalement. Ce dictionnaire, il est très simple, on lui donne des clés valeurs, on va lui dire le pass, donc c'est le directory, on aurait pu même mettre dir plutôt que pass, hein. Ensuite, le fichier, et ensuite le user. Et pour chacun, du coup, on va définir donc l'endroit où on veut stocker l'élément,
le nom du fichier de base. Alors attention, souvenez-vous, quand on fait du Jinja, le fichier il est suffixé par le point J2, et quand on le pousse sur la machine distante, bien sûr le point J2 on doit le faire sauter. Donc du coup c'est bien le nom du fichier final qu'on doit positionner, sachant que du coup c'est très facile de rajouter le point J2 quand on va être dans le source qui est juste au-dessus. Et puis ensuite le user, du coup, root, et on considérera que le groupe, il prend la même valeur que le user, donc du coup, le user sera, le groupe sera également la valeur du user. Donc ça, on le fait pour celui-ci. Ensuite, attention ici, pour la localisation du config.json, puisque lui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller aussi récupérer en même temps une variable, donc pour l'injecter dans le dictionnaire, une variable dans le default qui est à côté, donc l'endroit où se situe notre consul dir config. Et du coup, ça, faut surtout le mettre entre double quotes, parce que sinon, ça va bugger, ça va pas fonctionner. Donc là, on boucle dessus, ici, et on utilise le module template. Donc pour lui dire, en tant que source, tu vas avoir dans les fichiers template, donc dans le répertoire template, ce qu'on va faire juste après, un fichier qui se nomme consul service, vous voyez ici, consul service, là aussi on remplace, .j2. La même chose si on a config.json, on va avoir config.json.j2. Donc du coup ça c'est ce qu'on va retrouver dans notre fichier de template qu'on va avoir juste à côté. La destination, la destination elle est très simple, c'est on donne le pass, le répertoire, on rajoute un slash, et ensuite on injecte aussi le nom du fichier en question. Mais cette fois-ci sans le J2 bien sûr. Le mode, alors le mode on pourrait l'éditer aussi à la volée de la même manière. Et puis ensuite, le owner et le groupe, on a dit qu'on se référait à tout ce qui était user ici. Parfait. Donc du coup ensuite, on n'oubliera pas d'utiliser le notify, c'est-à-dire le handler qu'on va voir juste à côté, qui va nous permettre de restart consul, et aussi comme on est sur la modification potentiellement d'un fichier de conf de service systemd, il faut faire un daemon reload également. Donc là on a fait finalement une partie du plus dur. Alors l'autre élément, est-ce qu'on se met comme ceci, ou est-ce qu'on se met... Ouais, on va se mettre comme ceci. Hop, voilà. Donc bien sûr il nous faut nos fichiers de template. Donc premier fichier de template c'est le service systemd consul. Donc consul.service.j2 du coup, c'est ce qu'on a vu qu'on allait utiliser. On colle notre élément qui est là. On tabule comme il faut, dans mon cas de figure, et ici on n'oublie pas de bien tabuler comme il faut un peu cet élément-là. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire dans notre template? Première chose, on définit le bloc unit, ça c'est assez classique. Dans la description, c'est là où on va venir positionner, souvenez-vous, l'histoire de la version. Donc on va injecter consul version juste derrière version, comme ceci, ce qui permet de respecter notre nomenclature de get version qu'on a vu plus haut. Ensuite, on a le bloc service. Pas très compliqué, lui par contre on va le variabiliser. Alors le user, ici on pourrait se reporter si on avait variabilisé le user à la variable user, un consul user par exemple. Là nous on l'a pas fait pour pas partir dans l'excès. Et puis derrière, hop, alors j'ai effectivement, ça c'est le traître exec reload, mince, voilà. Alors config, j'ai des éléments qui ont sauté, qu'est-ce qu'il m'a fait? Exec reload. On va faire un cap slide comme ceci. Et sinon, je vais être obligé de replonger. Oui, c'est ça, il m'a bien fait sauter. Ah oui, il m'a fait sauter un paquet de trucs en fait. Ok. Donc ça vient peut-être du format slide et plus que du reste. Voilà. Donc là, ensuite, donc on fait un exec start. Et là, on se base sur l'endroit où se situe notre binaire consul, finalement. Donc notre pass. Agent. Ensuite, donc même pour les masters, c'est agent, donc ça ne change pas que ce soit master. Jusqu'ici, on n'a pas fait de distinguo, vous voyez, sur toutes les tasks, on n'a pas fait encore de distinguo entre master et agent. Et vous allez voir que finalement, ça va jouer sur une bricolette. Et ça, c'est génial, parce que du coup, on a quelque chose qui est assez simple à déployer pour tout un parc. Et ça, c'est assez cool. C'est ce que j'apprécie déjà, un des éléments que j'apprécie chez Consul. Alors ensuite, on va définir le nom du nœud. Le nom du nœud, là, il est particulièrement important, intéressant. C'est que c'est ce qui va être affiché dans l'interface graphique de Consul. Donc c'est ce qui va être aussi utilisé pour notre DNS. Donc nous, ce qu'on veut utiliser, finalement, c'est le vrai nom de la machine, c'est pas son IP. Donc pour utiliser le vrai nom avec l'inventaire dynamique, on va se baser sur l'inventory hostname. Souvenez-vous, on l'a vu dans l'inventaire dynamique précédemment. C'est cette variable-là qui est
hyper importante. Donc du coup, on va l'injecter ici, ce qui fait que l'agent, quand il va venir s'enregistrer, ou les consul masters, quand ils vont s'enregistrer, ils vont prendre vraiment le nom factuel de consul, donc consul 1, consul 2, consul 3, ou OpenVPN 1, etc. Et puis ensuite, on lui dit, bah écoute, il y a un endroit où se situent les configurations, parce qu'à l'heure actuelle, on va avoir que la configuration du master consul, mais potentiellement, après, il y aura des services, donc ça va se situer à cet endroit-là, tout ça. Ensuite, on est dans le cas du reload, qu'est-ce que l'on fait? Donc on fait simplement un reload classique finalement, on envoie un signal up au PID de consul. Le kill signal, donc int, ensuite on a 2-3 éléments, rien de très important. Là sur syslog, comment on va identifier les logs consul notamment. Donc ça, avec ça, on a fait le premier, donc attention à bien le nommer, consul.service.j2. Maintenant, on va avoir le fichier de configuration également de consul, et c'est là où va jouer la différenciation sur quelques lignes de notre de notre master versus les agents. Donc on crée un nouveau fichier, config.json.j2, on n'oublie pas le point, hop là, c'est à moi de le dire, hop, on n'oublie pas le point J2, donc on fait pas de typo, c'est pas le moment. Donc voilà, donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va injecter, comme on l'a vu lors de la vidéo, pas précédente, mais l'autre vidéo, on a installé consul, je crois que c'est la 22. On a, tiens d'ailleurs il y a une tabulation en trop, on peut se permettre de la réduire, voilà. On a le advertise address qui lui peut se baser sur l'IP, puisque de toute façon là on a traité le cas de figure où on se base sur le nom du host. Alors, à force de parler, ça donne un peu soif. Donc du coup on injecte l'IP directement. Alors attention, hein, si vous avez plusieurs IP sur la machine notamment, attention au comportement de la variable Ansible default IP v4.address, que ça reste bien l'IP interne de notre machine, que ce soit pour les agents, que ce soit pour les consul masters, c'est très important. Donc à vérifier, ça se passe bien puisque je l'ai déjà mis en place, mais suivant les infrastructures, là ça pourrait se comporter un petit peu différemment et prendre la mauvaise IP, la mauvaise interface par exemple. Là on va le client, pour écouter les clients, on va écouter sur toutes les interfaces. Le data center, c'est notre variable data center. Là vous voyez, pas besoin de rajouter du double code de chaque côté, on est dans JSON, donc là le double code se rapporte au JSON et se rapporte pas au Jinja lui-même. Ensuite le data-dir, le domain également, donc ça c'est des choses qu'on a variabilisées. Enable script check, DNS, ça on en a déjà parlé. Enable syslog, oui. Leave, etc. Le log level info, là on pourrait variabiliser pour dire tiens je veux changer, etc. Ceci dit, c'est pas quelque chose, si on veut débugger, on sera sur la machine en direct, donc autant le mettre ponctuellement dessus. Et puis ensuite, c'est là où se passe juste la partie différenciant le master, les masters des agents. Donc là, on va dire que si la variable consul master est à true, à ce moment-là, on va rajouter une ligne serveur à true, UI à true, et bootstrap expect, qui contient la valeur en question, et on ferme le if. Alors la valeur en question là du bootstrap expect est importante, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on a une fonction finalement que nous fournit Ansible en Jinja qui est groups. C'est pas une fonction, c'est plutôt un tableau groups. Donc on a tous les noms des groupes, et on est capable pour un groupe donné, qui est le consul groupe, attention le consul groupe ici, comme on est dans les doubles accolades qui est là, ce consul groupe est interprété comme une variable, c'est comme si on avait mis consul groupe en double accolade lui-même. Du coup il se rapporte à default, consul groupe, meta app consul, donc c'est ce qui va venir alimenter l'élément qui est là. Et donc là, Ansible, il va dire, finalement, ça équivaut à groups, entre crochets, meta app consul. Et donc il va regarder dans l'inventaire dynamique quelles sont les machines qui en font partie, donc si j'en rajoute ou pas ça va changer, et derrière on va piper du coup un filtre Jinja, donc qui est une sorte de fonction, là en l'occurrence length, ce qui va permettre de calculer le nombre de machines que j'ai à l'intérieur de ce groupe. On n'a pas fini avec ce groupe, vous allez voir. Ensuite on retry John after leave, donc là c'est valable pour tous les consuls, et ensuite le retry John c'est valable pour tous les consuls, de manière à savoir où je vais pouvoir joindre les consul masters. Alors comment je fais pour trouver les consul masters? Même use case que ce qu'on avait précédemment, j'utilise le groupe consul group, donc ça me permet d'avoir toute la liste, et j'utilise un filtre map.
Ce filtre map va me permettre d'extraire une clé à l'intérieur de ce groupe ici. Et donc cette clé, elle va se baser sur le host var, et en l'occurrence, on va venir récupérer le Ansible host juste ici. Et ensuite, on va piper un autre filtre Jinja. Donc vous voyez, c'est vraiment le principe de pipe qu'on retrouve dans Linux assez classiquement, pour faire un join. C'est-à-dire que ici, tout ce bloc-là va nous permettre, grâce à cette map, d'extraire dans les host var de chacune des machines. Donc host var, c'est les variables collectées par Ansible individuellement pour chacune des machines. Donc dans ces host var, ensuite, si on allait regarder dans notre inventory par exemple, eh bien on trouverait une ligne se rapportant à une clé qui s'appelle Ansible host, qui contient une valeur. Et bien ce Ansible host, du coup, là, pour l'instant, ce qu'on a fait, c'est qu'on a collecté tout ça et on l'a mis sous forme de liste. Cette liste, on ne veut pas la faire apparaître sous forme de liste spécifiquement, on veut la faire apparaître, vous voyez ici, avec un join qui permet de les séparer par une virgule, donc c'est ce qu'on voit ici, entre double quote, virgule, et de faire un retour à la ligne, en fait. Et du coup, ce qui va nous permettre d'avoir nos noms de machines, nos IP plus exactement, pas les noms de machines, les IP, qui vont être mentionnés à cet endroit-là. Alors, pour les gens qui veulent aller plus loin sur cet élément-là, on peut regarder, je ne sais pas si on va le trouver facilement, mais je vous le mentionne, consul retry John OpenStack, voilà, comme ceci. En fait, les retry join, ici, on peut avoir des auto-join, on peut les remplacer par des auto-join. Alors c'est quoi un auto-join? On va l'avoir ici, voilà, comme ceci, zoomons un peu. Un retry join qui utilise un provider de type cloud, il va être capable, grâce au login mot de passe en gros, ou crédential du cloud en question, de se connecter, donc le consul va se connecter directement au cloud, et on va lui donner les paramètres de filtre, donc là en l'occurrence ça pourrait être notre metadata par exemple, et sur ces paramètres-là, il va faire son choix de la liste des machines qui vont être recueillies au sein directement de l'API du cloud, sans passer par Ansible. Donc là, c'est le niveau un petit peu au-dessus. Alors pourquoi je ne l'ai pas fait? Parce que derrière, on va dire, il faut injecter les crédentials dans la ligne ici. Je ne suis pas un énorme fan du full de cette manière-là. Néanmoins, c'est quelque chose qui est plutôt assez pratique à utiliser, et à vous de voir, quoi. Finalement, vous pouvez aussi tenter de le faire. Moi, je suis pas un énorme fan de le faire là, je trouve ça assez cool, Ansible le fait plutôt bien. Le gros avantage de l'autre, c'est qu'il permet de prendre en compte aussi dynamiquement si on rajoutait des machines à la volée sans avoir à passer par rejouer du Ansible, parce que là finalement Ansible c'est quelque chose de très statique, il n'y a rien de dynamique dans Ansible, c'est quand on le lance que ça tourne. De l'autre sens, du coup, le retry John, lui, il sera directement pris en compte par consul lui-même, donc c'est beaucoup plus dynamique. Alors, si on continue, on a presque fini notre affaire. La suite, ça va être très simple, c'est on flush les handlers, qu'on n'a pas encore définis, hein, attention, il ne faut pas les oublier, eux, toujours important de ne pas les oublier. Donc on va rajouter une task pour flush les handlers, et une fois qu'on a flush les handlers, on s'assure quand même que consul est bien démarré et qu'il est enable à yes, de manière à faire en sorte qu'on démarre bien Ansible, quoi qu'il arrive, et qu'au reboot, il redémarre également. Donc là on le positionne comme ceci. Hop. Donc le handlers, lui, il est tout simple. Hop, voilà, comme ceci. On va faire notre handlers. Et ensuite, on va essayer d'en finir rapidement quand même. Donc le handlers, il s'appelle tel que nous, on l'a utilisé dans le Notify. Ça, c'est hyper important. Donc ici, daemon, reload, daemon and restart consul. Et là, si je fais un F, voilà, on retrouve bien, donc il n'y a pas de souci, il n'y a pas de typo. Donc il prend consul, il le restart et il reload le daemon et enable à yes, même si de toute façon ça a déjà été pris en compte. Donc avec ça, là, on a un rôle qui nous permet d'installer consul sur les masters, sur les agents également, donc ça c'est important. On va ensuite aller... hop, voilà. Donc on va ensuite créer notre fichier de playbook, finalement, pour pouvoir lancer ça directement et que ce soit pris en compte. Comme je vous disais, la vidéo est dure un peu, on va pas s'assurer aujourd'hui du réaccordement qu'en fait entre
Terraform d'un côté, Ansible de l'autre, et faire en sorte que ce soit le Terraform qui le lance. C'est pas très compliqué, quoi. On le fera, hein, de toute façon, ne vous inquiétez pas, c'est quand même un des objectifs de la playlist intégralement. Donc on le fera juste après. Nous, on va créer donc un playbook supplémentaire. Nous, on va le préfixer sur infrastructure. Donc, pour dire que c'est un playbook de l'infrastructure, pas du VPN cette fois-ci. Infrastructure, on va l'appeler consul. .yml, on va pas l'oublier, voilà. Lui, on le met au bon endroit, là je suis dans le rôle donc ça ne va pas, voilà, ici, voilà. Donc là, qu'est-ce que l'on fait? Alors aujourd'hui, on va juste traiter le cas de figure des consul master. Donc on dit qu'on installe les consul master, donc on filtre les serveurs sur meta app consul finalement, donc ceux qui sont vraiment fléchés sur consul, donc on sait qu'on va être sur les masters, et on met un become true pour l'élévation de privilèges. On définit une variable, alors là vous voyez la variable on la définit pas dans les variables d'environnement. Alors pourquoi? Parce que c'est difficile à faire comprendre, mais c'est beaucoup plus facile ici de passer cette variable à cet endroit là quand on va vouloir en plus après faire du Terraform, que d'aller la mettre au fin fond finalement de l'inventaire dynamique. Donc c'est une option que j'ai choisie, plutôt que de l'avoir dans env ici, au fond du groupe consul, du groupe qu'il faudrait appeler meta app consul finalement. Moi j'ai préféré directement le mettre dans le playbook parce que vous verrez qu'au fur et à mesure on va avoir pas mal de playbooks. Et ces playbooks, finalement, plutôt que de faire à chaque fois référence aux variables d'environnement à côté, etc., ils n'ont pas énormément de variables. Et derrière, ça va être beaucoup plus lisible et facile à débugger, puisqu'on est quand même en cascade avec un truc qui utilise Terraform puis Ansible, que d'aller les placer dans les variables d'environnement. Autant je serais en dehors de Ansible... Autant je serais en dehors de Terraform et de Ansible, de l'imbrication des deux, j'utiliserai les variables d'inventaire. Autant là, je préfère ne pas le faire. On verra s'il y a des contradictions. D'avance, je vous dis que non. Mais en tout cas, c'est un choix que j'ai fait volontairement comme ça. C'est pas la best practice formelle de Ansible, mais je trouve ça plutôt assez pratique dans notre cas de figure. Donc, petite entorse aux best practices qu'on va dire. Donc là, on a ce qu'il nous faut hein, finalement. Donc on va pouvoir lancer l'installation de notre consul master. Donc du coup, on est ici. On va faire un ansible-playbook. -i, on va chercher notre openstack.yml. Là, on n'a pas besoin de limiter, donc passer un petit l pour limiter le lancement à quelques groupes, puisqu'en fait, notre playbook va appeler juste le groupe meta app consul. Donc ensuite, on utilise le user xavkey. Donc on verra ensuite hein, qu'on n'aura plus besoin de passer ce user xavkey formellement de cette manière-là. Ensuite, on n'a pas besoin de passer le -b du become comme on l'a fait précédemment, puisque nous c'est déjà intégré dans le playbook. Et donc on va se baser sur notre playbook infrastructure consul.yml. Je crois que j'oublie rien, on va voir. Oui, alors j'ai pas sourcé. Donc là c'est le message d'erreur qui dit en gros, pas clairement, tu n'as pas sourcé le OpenRC dans l'environnement où tu es. Parce que tout à l'heure on l'a sourcé mais pas dans ce terminal là en fait. Donc on est un niveau, deux niveaux, OpenRC, voilà. OpenRC, hop, voilà. Donc là on va le relancer. Je pense que ça devrait se lancer. Voilà, donc là ça a l'air de mettre plus de temps, donc c'est normal. Donc là il est parti sur l'installation des consuls, donc gathering fact, donc il collecte toutes les variables d'inventaire que lui peut avoir finalement, donc notamment nos fameux inventory hostname, les adresses IP, etc. de chacune des machines. Là il installe les utilitaires, il fait l'update, donc c'est fait. Ensuite il installe d'autres éléments plus consul. Donc derrière ce qu'on peut faire, nous c'est ouvrir se connecter en SSH, puisqu'on a activé notre VPN. Hein. Si vous n'avez pas activé le VPN, c'est pareil, ça ne fonctionnera pas. Hein. Vous allez avoir des messages d'erreur. Donc ne pas oublier de le faire. Là, on va se connecter voilà, à notre serveur consul ici. Bah voilà, il a fini même avant que je termine. Si je fais un netstat-n-top, on voit qu'il y a du consul qui tourne. Donc du coup, bah, j'ai plus que, il n'y a plus de miracle. Il n'y a pas de miracle. Je prends la même IP, je mets ici 2.8500, je peux me mettre sur une des trois, hein, ça ne changera pas grand chose pour l'instant.
on ne passe pas par le DNS Consul pour l'instant parce qu'on n'a pas encore fait le nécessaire pour ça, mais après on passera par le DNS Consul qui lui s'occupera de nous envoyer soit vers un consul, soit vers un autre. Et là vous voyez que on a notre master, notre cluster consul qui tourne, 3 machines fonctionnelles, on a donc là c'est le service, on a les nodes avec cette fois-ci le bon nom des nodes ici, un consul 1, consul 2, consul 3, et les IP sont bien pris en compte, et très important, vous voyez ici, hop là, il nous a élu un leader parmi les 3, donc ça c'est cool également. Donc là on a fini d'installer Consul. Je vous invite à aller vous promener un petit peu partout, vous avez des settings, alors dans la 1.18, je pense c'est apparu entre la 1.16 et 1.18, je vais pas regarder encore tout ça. Il y a des options possibles qui n'existaient pas encore avant, pas mal de choses, Organization, Peer, voilà, vraiment à découvrir. Là on voit le nom de notre data center, Xavkey, donc ça c'est cool. Derrière, en l'état actuel, ce qu'on pourrait faire, je suis en train de me dire, mais je fais juste un check, consul 1.node.xavkey.consul. Ouais, pour l'instant il répond pas encore. Est-ce que j'ai dig sur mes machines? Non, j'ai pas dig. Ouais, bon, on y dédiera une vidéo spécifique, la mise en place du DNS de toute façon, globalement sur notre infrastructure et notre laptop. Du coup on a fini celui-ci. Alors on a 2 choses à faire comme on fait à chaque vidéo, en tout cas autant que faire se peut. Là on pourrait arrêter, alors quelque chose d'important quand même à avoir en tête avant de destroy les machines. Il y a 2 cas de figure qui se passent. Soit on se dit on va arrêter toutes les machines pour pas les perdre. Attention, Consul ne va pas supporter d'être arrêté trop longtemps. Je crois que c'est grosso modo 24-48 heures, quelque chose comme ça. Et au bout, si vous voulez redémarrer au bout de 24-48 heures, il va dire ah mais là c'est outdated, no way, il n'y a pas moyen de redémarrer. Donc du coup le cluster il sera mort, quoi. Donc il faudra reconstruire les machines quoi qu'il arrive. Donc ça c'est quelque chose qui est important à prendre en compte. Soit vous revenez régulièrement juste les redémarrer pour faire en sorte que ça se passe bien. Vous pouvez les arrêter et les redémarrer, mais il ne faut pas que les délais soient trop longs. Je sais plus le délai exact, mais j'ai déjà eu cette surprise là, pas forcément agréable. Pour l'instant, au stade où on en est, c'est pas important parce qu'au stade où nous en sommes, on peut faire un Terraform destroy. Ça, vous avez vu à la vitesse où le cluster consul s'est recréé, c'est pas quelque chose qui nous coûte beaucoup pour l'instant. Et en plus, on va venir l'intégrer directement dans le Terraform ensuite. Donc du coup, c'est pas très problématique. Donc là, on va dire yes, il va nous détruire tout ça. Hop. Donc si vous détruisez en même temps le VPN, attention, il y a des choses qui sont importantes. Si par exemple vous avez le VPN qui est activé, que vous détruisez la totalité, y compris le VPN, ce qui peut se passer c'est que vous ayez des coupures réseau qui s'occasionnent, du coup des locks au niveau de GitLab. Donc si vous avez des locks au niveau de GitLab, il suffit de vous rendre. Donc je vous donne tout ça parce que voilà, le but c'est pas de faire durer la vidéo, mais c'est important à avoir en tête. Les locks au niveau de GitLab, si vous rendez ici par exemple, donc on va aller voir, donc il faut aller sur nos states, je crois que de mémoire ils sont ici, c'était là où je voulais pas forcément qu'ils soient, mais ils y sont, operate, state, et si vous voulez les déloquer, soit vous pouvez passer par la ligne de commande, soit ici vous voyez vous avez 3 petits points, et vous avez lock, mais vous avez aussi le unlock quand c'est lock, du coup vous pouvez déloquer, sinon vous avez le Terraform state unlock qui marche également, je crois, de mémoire ça doit être cette commande là. Donc là on vérifie qu'on a supprimé nos 3 machines. Hop, voilà. On va arrêter ensuite le VPN, donc je vais me déconnecter du VPN. Heureusement c'est pas un live, sinon on aurait des soucis. Voilà, hop, shut down, shut off, yes. Et donc ensuite on va aller committer aussi nos modifications, on reste dans nos pratiques. Donc git status, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, on a juste rajouté finalement un fichier et un répertoire. Git add, toc, on rajoute le répertoire du rôle consul, on rajoute le playbook consul, git commit-m, là on est sur du Ansible, et derrière on va dire add role consul role.
playbook. Voilà, il push, toc. Donc là, il va nous créer une nouvelle branche sur notre GitLab distant, quoi, finalement. On clique ici, Open Link. Donc là, on voit la merge request qui va apparaître. Parfait, je me la signe éventuellement. Je peux rajouter des commentaires en plus. Je peux checker les éléments que j'ai fait. Voilà, donc on a tout. Et du coup, je peux create merge request. On peut squasher, mais là, en l'occurrence, j'ai qu'un seul commit. C'est pas très intéressant. Et je merge. Et voilà. Et surtout, pour préparer la vidéo suivante, hop, je me remets sur Git checkout. Je me remets sur ma branche de main, finalement. Et je fais un git pull pour être quand même bien raccord avec tout ce que j'ai. Voilà, donc on est prêt du coup à enchaîner pour la future vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager autour de vous, à vous abonner d'une manière ou d'une autre, et je vous dis à très bientôt. Ciao à tous.